Pierre-Yves Lenoble, bonjour. Bonjour Ralph. Bon, c'est une émission un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'elle est réservée à nos contributeurs. Et j'ai pas encore trouvé le titre, mais on va parler de modification et d'altération des états de conscience. Comme toujours avec nous, c'est des titres assez vastes qui peuvent emmener dans des discussions qui peuvent déraper mille fois. Comme d'habitude aussi avec nous, le son est pourri, mais ça maintenant vous nous connaissez, hein, c'est quasiment notre signature. Et voilà, ça fait 1 heure déjà qu'on parle avec Pierre-Yves, on a déjà bien entamé le sujet. Alors, par quoi commencer? Pierre-Yves, est-ce que tu as une idée? Déjà, juste pour rebondir sur ce que tu disais, le son pourri, c'est pour voir vraiment qui c'est les vrais qui nous écoutent en fait. C'est pour faire le filtre, quoi. Ouais, voilà, le mec couvre qui dit ah, le son il est naze, c'est pourri, bah tant mieux. Exactement, c'est un premier filtre. Et bon, sinon, pour Il commencer, faudra qu'on se donne une bonne résolution pour 2020 quand même, c'est d'avoir un meilleur son. on va essayer, mais j'ai beau y réfléchir. À part enregistrer chacun notre bande son et puis ensuite les synchroniser, ça me fait, j'ai jamais réussi à le faire pour le moment. Voilà, je sais pas comment on fait. Voilà. Si un auditeur qui a des compétences techniques peut nous montrer comment on fait, on est preneur. Mais déjà pour commencer, sur le titre, alors c'est pas le titre définitif, mais j'ai parlé d'altération et de modification des états de conscience, ben, c'est toujours un peu le même principe qu'on évoque à chacune de nos émissions. C'est-à-dire que modifier son état de conscience, ça peut être dans un sens positif, comme ça peut être dans un sens extrêmement négatif. Oui, ouais, déjà de parler aussi du terme on pourrait dire de drogue ou de psychotrope, c'est-à-dire que de tout temps, en tout lieu, les hommes ont pris des produits pour justement sortir, on va dire, de cette réalité. Et à notre époque, ça existe toujours, mais c'est plus encadré par un chaman, une autorité spirituelle. Et donc, ça tombe dans le phénomène de ce qu'on peut appeler les drogues, qui est négatif. On ne va pas inciter nos auditeurs à faire ça. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais Ouais, ouais, ils font ce qu'ils veulent. Bon, et après, on va pas non plus faire le discours de prévention. Enfin, moi, j'ai pas le. C'est pas je mon parle pas rôle. Effectivement. de jeunes. Nous, à la rigueur, les gens, nous, on a une quarantaine d'années, enfin pas tout à fait, mais Oh, 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 on a 38 ans. Ah, et du coup, à partir, on va dire, de 35-40 ans, normalement, on va rester ce qu'on est en fait. Donc on oh. est, Oui. on est des grands garçons comme on dit, alors que j'allais dire entre 20 et 30 ans. Et moi personnellement aussi, hein, je vais pas rentrer dans les détails, mais on a été sous influence de certains produits régulièrement ou quelquefois qui nous ont pas amené grand chose, quoi, qui nous ont même fait régresser, j'ai l'impression. Qu'on peut nous faire régresser, qu'on peut nous mettre en danger aussi. Et c'est un des aspects de la question, c'est que ça peut mettre en danger, ça peut avoir des effets extrêmement négatifs, comme ça peut avoir aussi des effets extrêmement positifs. Oui, Il faut savoir comment les utiliser, comment s'en servir, ça passe par se connaître soi-même. Et ça fait ressortir des choses de nous-mêmes aussi, hein. Ça veut dire que bon, bah, si vous êtes un gros con et un gros beauf et un gros bourrin, bah, ça risque pas d'arranger les choses. Et si vous le faites dans une certaine volonté d'explorer des territoires inconnus, c'est un peu comme un truc de voyageur, hein, pour moi. Bah, oui. ça peut avoir des effets très positifs. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et pour rebondir sur ce que tu dis, j'allais dire, il faut même, c'est la connaissance de soi-même est vraiment très difficile, surtout à notre époque. Pour moi, je pense qu'on est tous plus ou moins
sous influence extérieure. Ouais, ouais, oui, oui. Ça veut dire, la connaissance de soi-même, donc ça rejoint un peu les principes initiatiques. On passe toujours par une descente aux enfers. Et je veux dire, déjà avant de se connaître, d'aider à se connaître soi-même, ces produits peuvent nous aider à connaître nos démons. Je ne sais pas Absolument. si tu. Non, non, mais Je, je suis absolument tout à fait d'accord. Avant de se donc, connaître soi-même, on passe par les ténèbres, hein. C'est un passage obligé. Voilà. voilà, c'est-à-dire que ça va dépendre de la prise de narcotiques, de qu'est-ce qu'on recherche en fait. Est-ce que c'est une évasion, quelque chose pour oublier justement ses propres démons, ou de se dire en prenant ces produits, bah, je vais voir mes propres démons pour mieux me connaître. Je dis pas pour se connaître soi-même, mais pour mieux me connaître. Tu vois, Ah, moi, par exemple, je donne un exemple tout bête, mais moi, souvent, par exemple, même si je bois quasiment plus maintenant, mais l'alcool me rend très triste parce que je suis quelqu'un en général d'assez mélancolique. Donc c'est pas bon pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est bien aussi de connaître ça et donc d'aller vers d'autres choses qui peuvent régler cette mélancolie, tu vois ce que je veux dire, alors que les drogues vont accentuer la personne que tu es déjà à la base en fait. ouais, il y a une histoire de yin et de yang, hein. Il y a des choses qui vont pas nous réussir, d'autres choses qui vont nous réussir. Et ça dépend de notre chimie intérieure aussi. Et ça, bah, tant que vous n'avez pas essayé, vous le savez pas, hein. Euh, voilà, hein, avant d'avoir fait la mauvaise expérience, vous ne pouvez pas le savoir. Et avant d'avoir fait la bonne expérience, vous ne pouvez pas le savoir non plus. Donc il y a effectivement un danger, une période d'initiation, une période pour se connaître soi-même, et tout dépend de l'intention. Voilà, tout dépend de l'intention pour laquelle on fait ça. Si c'est pour supporter les connards qu'il y a autour de vous en boîte de nuit parce que vous êtes entouré de putes et de pédés, bon bah c'est pas très positif, hein. C'est même plutôt de la grosse merde. Mais si vous êtes en haut d'une montagne que vous venez de gravir et vous contemplez un paysage superbe seul, bon bah là le contexte est complètement différent, l'intention est complètement différente et le voyage, l'effet que ça va avoir sur votre psyché va être complètement différent. C'est vrai, et ben, même sans parler de beaux paysages de montagne, parce que de toute façon, maintenant, la majorité des gens sont dans citadins et dans des cages à lapins. Il y a une grosse différence entre prendre des psychotropes seuls ou en groupe, parce que il y aura forcément un effet de groupe. Et déjà en groupe, pour moi, même quand les gens sont clairs, les gens deviennent cons dans un phénomène de groupe, et la prise d'alcool ou de n'importe quelle substance va accélérer et accentuer l'état du moment en fait. Donc déjà si les gens veulent utiliser certains produits, je leur conseillerais, même si je n'ai pas de conseils à leur donner, de déjà voir quel effet ça leur fait quand ils sont tout seuls. Et ils sont prêts à le prendre tout seuls. Parce que sinon, c'est pour une question presque de représentation sociale, hein, souvent, généralement, qui nous amène à, aux drogues en général. Et quand je dis drogue, je mets vraiment l'alcool dedans, parce que c'est dans la culture française, l'alcool, mais c'est une drogue très puissante, hein, également. Oh, extrêmement puissante. Alors après, on parle d'altération, de modification. Comme tu as dit, la plupart du temps, les gens vont consommer de manière sociale, hein. On connaît le phénomène d'alcoolisme mondain. Pourquoi en soirée vous buvez? Bah, vous buvez pour être sociable, pour supporter les autres et pour passer une bonne soirée, hein. La plupart des gens font ça pour ça, en fait, hein. C'est complètement un phénomène de groupe. Et, euh, et nous, c'est pas ça dont on a envie de parler. L'idée de l'altération de l'état de conscience, c'est l'idée d'ouvrir en soi-même des portes de compréhension, des portes de conscience et des pans de réalité qui ne nous sont pas
accessible autrement. Ça passe par les drogues, mais c'est pas obligé de passer par les drogues. Non, c'est vrai, ça peut passer par d'autres choses, par la lecture, la méditation, Le le sexe. travail, le sexe, le travail aussi. Même sans rien faire, sans rien consommer, sans rien de ce que, sans rien faire, déjà en une seule journée, on passe par des tonnes d'états de conscience différents, hein. Le moment où vous êtes dans le RER A à vous battre à 8h30 du matin parce que vous êtes en retard au travail, bon bah vous n'êtes pas dans un état de conscience très élevé, hein, c'est certain. Hop, et puis ça, dans la demi-heure qui suit, ça change. L'état de conscience change tout le temps. Puis à un moment, vous allez avoir un moment d'extase mystique qui va vous venir d'on ne sait où. Voilà, donc l'altération et la modification d'état de conscience, déjà, c'est l'état naturel de l'homme, j'ai envie de dire. On passe par tous les états, tout le temps. On est Ouais, changeant. Voilà, on est changeant. c'est vrai. Et moi, j'ai tendance à penser que la position de l'homme, donc à toutes les époques, en tout lieu, c'est aussi de se dire qu'est-ce que je fais là. Tu sais, je vais mourir, et il y a cette intuition que d'autres réalités supérieures nous échappent. Parce que tu vois, les tribus, même les plus primitives, avaient des mondes supérieurs, des mondes spirituels, et donc, moi, pour moi, c'est on pourrait parler presque de nostalgie du paradis. Et en tant que position de l'être humain sur Terre, il se posera toujours les mêmes questions métaphysiques de quel est le sens de la vie, tout simplement, et est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, d'où je viens, est-ce qu'il y a un hasard, enfin, tu vois, tout ça. Et donc l'homme explore. Voilà, on peut dire que Voilà. aussi loin qu'on puisse chercher, et partout où on ira chercher, n'importe quelle tribu, n'importe quel peuple, n'importe quelle civilisation, ils vont avoir des... j'ai le, j'ai pas le mot, mais des sortes de cérémonies, des sortes de rituels pour aller explorer d'autres états de conscience. C'est partout, c'est tout le temps. Ça existe tout le temps. C'est ni bien ni mal. Ce qui compte, c'est la manière dont c'est fait et le but pour lequel c'est fait. Et aujourd'hui, en effet, nous sommes dans un monde où tout a été détourné de son sens. Tout a été coupé. On a coupé le ciel en fait, hein. Et donc, Ouais. bah aujourd'hui, vous vous droguez pour oublier votre vie de merde, votre boulot à la con. Vous droguez pour piner une pute, hein, pour supporter, pour l'écouter geindre pendant 3 heures, hein, vous êtes obligé de vous droguer. Voilà, bah, ça n'a plus, absolument plus aucun sens. Ça a été détourné ça a été détourné de son principe, hein. Je crois que avant l'époque moderne, personne n'utilisait les psychotropes pour ça, quoi. On pourrait parler presque d'un point de vue technique. En fait, aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de drogue récréative, où on va dire que c'est pour aller mieux qu'on va prendre une drogue, pour être plus content, pour être plus performant. Pour oublier qu'on va mal, ou pour, oui, Ouais. pour réussir quelque chose dans sa vie professionnelle, ou pour, ouais, voilà. Et ça, donc les peuples anciens, moi que j'appelle traditionnels, utilisaient des narcotiques, hein, des produits psychotropes, mais dans un mouvement inverse. C'est-à-dire que pour avoir accès à des réalités supérieures, il faut couper la part en nous qui est attachée aux besoins du ventre et du bas-ventre. Ouais. Donc c'est une mise à mal, donc c'est l'inverse du bien-être, c'est une mise à mal du corps pour faire lever l'esprit, c'est-à-dire c'est presque un empoisonnement du sang qui va enlever notre partie psychique liée à nos besoins animaux pour la concentrer sur la partie supra-animale, quoi. Alors qu'aujourd'hui, les gens, quand je parle de drogue récréative, vont exacerber cette part animale, justement. Absolument.
tout à fait, c'est extrêmement bien exprimé, c'est-à-dire que euh, c'est l'aspect mammifère, quoi, hein, les gens se droguent pour satisfaire leurs besoins de primates, quoi. Voilà. De... Je, Enfin, c'est écrit de plein de façons différentes, mais moi je parle d'âme haute et d'âme basse. Alors après, ça peut être bien plus compliqué, bien sûr, mais on va dire que en nous-mêmes, dans notre psychisme, on a une partie qui est liée aux besoins du ventre et du sexe, à la survie et à la reproduction, et une partie donc qu'on peut appeler la conscience ou l'intellect. ou l'esprit. Euh, voilà. Et dans les civilisations traditionnelles, donc pour comment on va dire, renforcer cette partie consciente, il y avait justement des rites initiatiques où on pouvait utiliser des narcotiques, mais pas seulement, Pas pour seulement. justement pour freiner cette partie basse. Donc, pour donner des exemples simples, je sais pas, les derviches, donc qui étaient des soufis de Turquie, tournaient sur eux-mêmes des heures et des heures. Et si vous essayez tout seul de tourner pendant 4 heures d'affilée, vous allez voir que vous allez sortir de votre corps, vous allez sortir de vous-même, vous allez vous oublier. C'est le principe de la mortification des moines qui C'est le se principe. fouettaient ou se mettaient, tu sais, des chemises qui grattent en continu. C'était justement pour que leur âme haute Exactement. maîtrise leur âme basse. Et t'as ça partout, tu sais, cette fameuse torture initiatique, quoi. Contraindre le corps pour s'échapper de son corps. C'est le jeûne aussi, hein. Le fait de jeûner, c'est une mortification du corps qu'élève l'âme. Tout à Alors je fait. ne sais pas si les auditeurs... Ça c'est quelque chose que tous les auditeurs peuvent faire. Moi ce que j'aime bien avec le jeûne, alors j'ai fait ça il y a longtemps, hein, parce que bon après on travaille, on a des obligations, on peut plus faire ça, mais si vous foutez rien, si vous avez rien à foutre, ça coûte pas une thune, c'est très facile à faire. Et c'est une expérience absolument extraordinaire parce que passer les premières heures ou les premiers jours de mortification du corps, vous allez un peu souffrir, mais pas tant que ça. Vous allez voir que tout de suite, c'est dans la psyché. Une fois que vous avez dépassé cet état corporel, c'est dans la psyché que ça se passe. Et vous vivez des moments extraordinaires, hein. Vous êtes beaucoup plus sensible à tout un tas de choses. Vous avez l'impression que Ah votre ouais. esprit est d'un calme olympien. Moi aussi, moi j'ai fait le maximum, j'ai fait 5 jours et demi. Ouais, c'est bien. Et ouais, et bah, ça rejoint ce que tu dis. Les 2 premiers jours, c'est difficile. Ensuite, enfin moi personnellement, hein, je te parle de mon expérience personnelle. Les 2 premiers jours étaient très difficiles. Et le troisième et le quatrième jour, j'avais plus faim du tout. J'avais l'impression d'être plus fort, de réfléchir mieux. Exactement, Et ouais. le cinquième jour, là j'ai vraiment eu vraiment la vraie faim. Tu vois, en fait, on est faim en fait, quand on et là je sais qu'il y a des gens qui font plus hein, que 5 jours, hein, qu'on fait une semaine, 10 jours. Ouais, 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 J'avoue, peut-être que quatre- si t'as passé un mauvais cap, si t'avais réussi à passer ce cap, t'aurais encore pu faire plusieurs jours, hein. ouais, ouais, On peut voire pousser. peut-être même être encore plus alerte après, hein, mais j'ai pas eu le courage, quoi, on va dire, parce que pareil, c'est une épreuve. Et tout ce qu'on dit sur le jeûne, c'est vrai d'un point de vue initiatique, parce que je sais pas, par exemple, les gens ont sûrement vu des fois des reportages sur l'ayahuasca. Qui est des gens, donc des touristes, des Européens, des Occidentaux qui vont dans la jungle en Amérique du Sud prendre de l'ayahuasca, qui est un produit psychotrope. Et il y a toujours 2 jours de jeûne, des vomitifs, donc c'est-à-dire carrément on te fait prendre des produits en amont qui te font vomir et évacuer toutes les toxines. Le sexe est interdit pendant toute cette période, je crois 1 semaine ou 2 avant la prise d'ayahuasca, tu vois, avant la prise du breuvage, tu dois pas baiser, tu vois. Enfin, il y a plein donc tu dois prendre le produit vraiment dans un état de purification. Ouais, ouais. Et purification se retrouve dans tous les rites initiatiques.
Et ça rejoint ce que je te disais sur l'âme haute et l'âme basse. C'est-à-dire que ce qu'on va manger et incorporer va jouer sur notre psychisme. Tu sais, Ah, mais il y complètement. a... Mais de toute façon, tout joue sur notre psychisme, hein, j'ai envie de dire. Tout ce qu'on fait. Je voulais revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est là, bon, après, on s'adresse qu'à des auditeurs, je vais pas dire initiés, on s'adresse qu'à un public averti, hein, puisque c'est une vidéo avec un public restreint. Mais quand on parle d'âme basse et d'âme haute, de l'effet des psychotropes, que soit on les prend pour flatter son âme basse, soit on les prend pour accéder à son âme haute. Et ça vaut aussi pour toutes les influences qui vont pouvoir entrer au moment de la prise de psychotropes. Parce que vous ouvrez une porte, hein. Vous ouvrez une porte dans votre esprit. Et voilà, hein, c'est soit vous êtes plus ouvert soit à la possession démoniaque, soit à la connexion avec le divin. Mais c'est vous qui le créerez, quoi. C'est vous qui le créerez par votre psychisme, hein, par votre état d'esprit. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est disons que c'est jamais anodin d'altérer sa conscience. Donc soit on le fait de manière passive, et là c'est dangereux, soit on le fait de manière active, c'est-à-dire qu'on va prendre le produit sans se dire ça va aller mieux en fait, en se disant bah, peut-être que je vais vivre une épreuve hardcore, mais en gros c'est de garder son troisième œil. De garder, Tu vois, moi, ouais, ouais, exactement. Et ça, bah, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a des gens qui, on a l'impression qu'ils ont vraiment aucun contrôle à partir du moment où ils sont. On a tous connu hein, le bourré casse-couille qui sait plus se tenir. Bon bah ça existe avec toutes les sortes de drogues possibles. Il y a des gens qui n'ont pas ce troisième œil, qui n'arrivent pas à sortir d'eux-mêmes pour s'observer eux-mêmes et à garder le contrôle, et qui vont avoir tout de suite des un comportement addictif et tout ça. Bon bah ces gens-là c'est pas fait pour eux. Hein. C'est tout. Hein. Il faut qu'ils c'est eux qui ouais, sont la cible des campagnes de prévention contre la drogue. Hein. C'est ces gens-là qui doivent jamais y toucher. Hein. Mais ah non, bien sûr. si. Et, mais moi, tu vois, je parle un peu personnellement, ça je te l'ai déjà dit, depuis que je suis gamin, moi je me suis jamais amusé. Je me suis jamais ennuyé, mais je m'amuse jamais. Et donc du coup, j'ai pris plusieurs fois de l'alcool, des drogues dans ma vie, et j'ai toujours eu cette conscience. Et c'est d'ailleurs ça qui me rendait triste, c'est d'être un peu. Je me sentais encore plus étranger dans ce monde-là les fois où j'ai pris des produits psychotropes, quoi. Moi, Euh, j'avais une autre approche. C'est quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais très voyageur. Hein. Je partais de chez moi avec mon sac à dos. Je partais des mois et des mois. Personne ne savait où j'étais. Et je voyais vraiment ça comme un voyage. C'était exactement pareil pour moi. Prendre un avion pour aller au bout du monde et prendre une drogue, c'était pareil. C'était le même état d'esprit, la même recherche. C'était la même chose. ok, mais moi j'ai une vision plus pessimiste des choses. Moi, je les prenais pour voir, pour comprendre à quel point j'étais une marionnette influencée par les influences extérieures. Et moi, du coup, je suis pas quelqu'un de marrant ou de jovial quand je reste à l'intérieur de moi-même en sachant que c'est ma propre illusion et que c'est une auto-suggestion. Je sais pas si Ouais, je vois. tu... Du coup, c'est pas vraiment le même état d'esprit, puisque moi c'était pour aller voir autre chose, et toi c'était pour être sûr qu'il y a rien d'autre, ou j'en sais rien. Ouais, quelque chose comme ça. Mais c'est lié, mais je pense aussi, tu sais, là on va toucher des points. C'est par exemple, je m'intéresse beaucoup aux choses de l'esprit. Mais moi, personnellement, les autres mondes, sûrement qu'ils existent,
sûrement qu'on passe d'un état d'être à un autre, notamment au moment de la mort. Je pense pas qu'il y ait rien, mais je pense pas que ça soit le paradis, ni l'enfer d'ailleurs. Je pense qu'on va dans des mondes où c'est encore la dualité, et c'est un combat quotidien, et ça s'arrête par une annihilation, excuse-moi, un renoncement total à soi-même pour se fondre dans l'unité divine, Et dans c'est ça le l'un, avec paradis. un... C'est ça le paradis, du coup. Ouais, voilà, sauf qu'il n'y a plus de je suis, quoi. Ouais, ouais, Il bah, y a plus de je, il n'y a que l'être, quoi, tu il vois. n'y a plus rien. C'est Ouais, la, mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, on parle souvent, la seule expérience, en fait, quoi. quand on parle tous les deux, tu me parles souvent du monde imaginal, qui est le monde intermédiaire entre le ciel et la terre, hein. Oui, Et oui, oui. bah, du coup, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Effectivement, hein, il y a un état intermédiaire entre ce qu'on appelle le paradis, hein, dont chacun va avoir sa vision, et la mort terrestre, qu'on retrouve dans toutes les traditions, qui va être le purgatoire. Alors là, je te laisse parce que toi, tu dois connaître tous les noms dans toutes les traditions possibles. Il y a la tombe en islam, hein, le supplice de la tombe, le purgatoire, moment dans lequel on est mangé à sa propre sauce. Les drogues peuvent permettre peut-être d'aller caresser un peu ce monde imaginal. Mais alors après, moi, pour ce qui concerne le paradis et l'enfer, moi je suis un gros bougnoul mental, tu vois. Moi c'est le jugement divin et le paradis et l'enfer, comme dans ces représentations les plus Ouais, mais simplistes, tu les vas plus voir que ça... littéralistes. Je suis très bougnoul mental là-dessus. Oui, oui, mais je comprends, mais ça rejoint ce que tu dis, en fait, parce que tu as parlé de... En fait, dans une conception traditionnelle du monde, il y a trois grands niveaux dans le cosmos. Il y a le monde terrestre, la Terre, donc notre monde de tous les jours, qui est l'état de veille. Il y a le monde intermédiaire, qui est Ouais. le monde psychique, et donc Qu'on c'est peut aller le monde, visiter en altérant son état ou en modifiant son état de conscience. voilà, où c'est, on peut dire, le monde aussi du rêve ou de l'outre-tombe. Tu remarqueras d'ailleurs que pour rentrer dans le monde, dans ce monde du rêve, on est totalement endormi et immobile. Donc ça veut dire qu'on Notre corps, notre on- notre moi, voilà, c'est une mini-mort le sommeil, donc ça nous permet à ce moment-là, tac, de monter à un degré supérieur. Et le troisième monde, ce qu'on appelle le troisième monde, c'est le monde divin, le monde spirituel, donc le ciel avec un grand C. Et ce monde, c'est le monde des grands archétypes universels qui sont en Dieu et qui ne sont pas représentables. Et le monde imaginal, le monde intermédiaire, c'est là où ces grands archétypes universels vont se montrer en image à l'esprit humain. Donc, quand tu parles de paradis et d'enfer, le paradis et l'enfer sont dans le monde imaginal. Pour te donner une explication, par exemple, Dante a effectué ce voyage dans le monde imaginal pour écrire sa Divine Comédie, et il décrit l'enfer et le paradis. Et l'enfer et le paradis sont structurés exactement pareil. Ils sont même analogiques. Il y a 7 degrés dans l'enfer et 7 degrés dans la montée au paradis. Et comme disait Platon, ça tu vois, c'est une phrase qui m'a énormément marqué, que je cite souvent, mais elle veut dire énormément de choses. Il dit que c'est la seule et même porte, il n'y a qu'une seule porte qui ouvre soit sur l'Hadès ou sur les Champs-Élysées. Donc ça va dépendre de l'état d'être de celui qui ouvre la porte, quoi. Oui, oui. Ça, Et cet état d'être, c'est un audio que je veux faire depuis longtemps. C'est votre essence. Et l'essence, elle se travaille en. Voilà, on va reprendre c'est peut-être des termes un peu islamisants, mais parce que l'islam parle beaucoup de ça, hein. Il faut polir son cœur. Il faut travailler son cœur, tu vois, la compréhension intérieure, pour soit changer son essence, hein, si votre essence, soit magnifier votre essence. Et c'est là-dessus que vous serez jugé, et pas tant sur la substance, parce que vos actes, vous savez pas s'ils sont bien ou s'ils sont mauvais. Vous les faites avec une intention bonne ou une intention mauvaise, mais vont-ils faire le bien, vont-ils faire le mal? Finalement, tout ça nous dépasse complètement, et c'est l'essence qu'on et travaille.
Alors, on pourrait avoir ce modèle en disant que notre monde, notre état actuel, c'est la condition la plus grossière qui existe dans l'univers et que il y a différentes terres, on va dire au-dessus de notre tête, mais c'est en nous-mêmes, c'est dans notre cœur. Hein. Justement, Ibn Arabi disait que c'était pas les cieux planétaires, donc ce monde intermédiaire, c'était pas des cieux qui étaient superposés au-dessus de notre tête, mais des couches comme un oignon qu'il fallait enlever progressivement à l'intérieur de son cœur. Et moi, j'aime beaucoup l'alchimie traditionnelle. Les musulmans aussi ont beaucoup développé cette science traditionnelle. Et c'est de se créer, de renforcer son corps spirituel. C'est-à-dire que ce que j'appelle l'âme haute, c'est la partie qui s'en va de ce monde au moment de la mort, ou alors au moment d'une initiation ou d'une extase visionnaire. Et si on n'a pas renforcé cette âme haute, on se dissout au moment de la mort. On reste dans la tombe, on devient un fantôme ou une dame blanche, quoi. Ouais, en fait, là, ce que fait l'alchimiste, on représente souvent l'alchimiste comme quelqu'un qui va travailler la matière, mais ce qui travaille en premier, c'est son cœur pour se préparer à affronter le monde imaginal. Voilà, et d'ailleurs elle est utilisée dans l'alchimie, mais aussi enfin si tu traduis dans d'autres traditions, c'est de se créer un véhicule psychique, un corps spirituel qui va permettre à notre âme, notre moi véritable, notre âme haute, de transmigrer et de passer donc de notre monde, on pourrait dire, il y a, si on parle d'un monde à 7 degrés, on va dire, on est dans le septième le plus grossier, et au moment de notre mort, on va passer du septième au sixième degré. Après, on peut monter au quatrième, au cinquième, justement, suivant ce corps spirituel, quoi. Et chaque monde sert à ça, en fait. Sert à l'homme à séparer le subtil de l'épais, comme disent les alchimistes. Ouais. Voilà. Et donc, toutes les techniques initiatiques, on parle de mort initiatique, c'est de vivre cette mort de son vivant, on va dire. Donc, du coup, ça passe forcément par une mise à mal de cette âme basse qui reste dans la tombe, par l'empoisonnement du corps, par des jeûnes, par des mortifications, par des tortures initiatiques. Tu sais, les Indiens d'Amérique, ils se faisaient lacérer à coups de fouet jusqu'au sang, et après on leur mettait des fourmis urticantes, et on les momifiait avec des fourmis urticantes sur les plaies, quoi. Mais alors, c'est vrai que tout de suite, quand on parle de drogue initiatique, on pense tout de suite les Indiens, on pense tout de suite les Asiatiques, mais la tradition occidentale n'a rien à leur envier, hein. On faisait exactement pareil, hein. Notre amour de l'alcool ne vient pas de nulle part, hein. Voilà, c'est vraiment complètement universel. Et si vous utilisez ces psychotropes pour polir votre cœur, quoi, comme un véhicule, bon bah vous l'utilisez vous l'utilisez de la bonne manière. Après, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, mais ça c'est votre travail, personnel, quoi, hein. C'est le travail personnel. Mais ça passe pas toujours par le psychotrope, on l'avait dit au début. C'est une manière de mortifier son corps, mais ce n'est pas la seule manière de mortifier son corps. Et par exemple, dans l'islam, où en gros le vin est interdit, mais en fait on interprète ça comme l'ivresse est interdite, hein, le fait d'ingérer quelque chose pour avoir de l'ivresse. Du coup, chez les soufis, tu as parlé des derviches, mais c'est pareil dans toutes les tarikas. On utilise des techniques, alors ça va soit être des répétitions du la ilaha illallah qu'on va répéter 1000 fois, ou alors des techniques de corps, un geste qu'on va reproduire à l'infini jusqu'à rentrer en transe. Mais de toute façon, le résultat est le même, c'est exactement la même chose, hein. Le hashish aussi. Le vin est interdit. Le hashish, ouais. Il y a des confréries soufis, notamment médiévales, comme par exemple les Ismaéliens, qui utilisaient le hashish dans leurs initiations, mais toujours d'un point de vue initiatique, hein. Ça veut dire qu'ils ne se levaient pas le matin en faisant café pète, quoi. Non. Ah, mais d'ailleurs, tu parles du café, mais je sais que
les soufis, je crois que c'est le Yémen, ils utilisaient beaucoup le café pour rester éveillés justement. Et ils Ouais, mortifiaient ouais, leur ouais. corps de cette manière, hein. Ils dormaient pas pendant des longues, très longues périodes de temps, hein, que je vais pas dire n'importe quoi parce que j'en sais rien. Mais c'est de cette manière qui mortifiaient leur corps pour passer à des états supérieurs de conscience. Je crois que c'est les Bah, Yéménites qui faisaient ça et je crois qu'on leur doit le café. C'est eux les premiers qu'on consommait du café de cette manière. ouais, ouais, tout à fait. Et moi, par exemple, personnellement, je suis drogué dans le mauvais sens du terme à deux choses. C'est le café, donc la caféine et la nicotine. Tu vois, je peux me Bah, passer de tout, de tout. Je suis, sauf de ça, c'est pas bien. Hein. Je dis pas ah que non, c'est bien. mais comme je te comprends, comme je te comprends. Parce que Comme tu, c'est exactement la euh, même chose que toi, hein. Moi, je ne suis accro à absolument rien. Mais alors, rien du tout, je me fous de tout. Mais le café, la clope. c'est vrai, mais comme tu dis, comme tu l'as bien dit, le café était quelque chose d'initiatique à la base, qui était pris dans des cérémonies rituelles, et pareil pour le tabac. Il y a en Amérique du Ouais, Sud, ouais. donc par exemple, ils vont prendre de l'ayahuasca, là, qui est un gros psychotrope, mais tu as des tribus qui ont des psychotropes en utilisant que le tabac. Mais bon, c'est pas le tabac traité, il doit y avoir toute une préparation, mais le tabac aussi à la base est un psychotrope. Quoi. Mais je crois que tous les gens qui ont un penchant vers le contemplatif et la concentration, comme toi et moi, hein, moi, je sais, on aime lire, on aime écrire, on aime penser, on aime rien faire. Moi, j'adore rien faire. Ça, c'est Ouais, vraiment ouais. c'est malheureusement une passion à laquelle je ne peux pas m'adonner suffisamment, mais c'est merveilleux. Ben, en général, on aime le café et la cigarette. Voilà, quand on a ce type de personnalité. C'est vrai, et tu vois, moi je disais un coup à un pote d'enfance, je disais que j'avais perdu trop de temps justement dans ma jeunesse à fumer des joints et à refaire le monde en buvant des cafés et que ça m'avait fait perdre un temps fou. Parce que tu vois, j'ai commencé à écrire et à vraiment produire des choses dont je suis fier, on va dire, aux alentours de 30 ans. Mais avant, entre 20 et 30 ans, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Et lui me disait, c'est pas sûr, parce que si on n'avait pas passé du temps à refaire le monde, On saurait pas que si on c'est de la était... merde. On saurait pas que c'est de la merde de Ouais, refaire le monde, tu vois. ouais. Après, c'est ça qui est paradoxal, quoi. C'est que la vie, tu sais, mais ça, c'est un lieu commun hein, que je vais dire. Oui, Mais oui, c'est du lieu commun. On perd jamais son temps, en fait. voilà, c'est-à-dire par exemple, il peut y avoir des graves accidents, même des drames dans la vie, tu vois, la mort de proches ou des accidents personnels qui nous arrivent. Donc ça va créer des périodes plus ou moins longues de tristesse et de malheur. Mais sur le moyen terme ou sur le long terme, quand on regarde en arrière, en fait, c'est ça qui nous construit, en fait. J'avais Et on se rend compte que c'était nécessaire, hein. Moi, j'ai la même chose, hein. J'ai l'impression dans ma jeunesse d'avoir perdu un temps fou à parler à des cons, à faire des débats de merde, des débats politiques. Mais qu'est-ce que j'ai été con avec ça? À pareil. m'intéresser à la politique et à débattre avec des gens, mais plus jamais je ferai ça, quoi. Moi, dès que quelqu'un me parle de politique, direct, je lui mets PNL, je lui dis parle d'autre chose, je m'en branle, mec. Tu vois, mais je perds plus mon temps avec ça, quoi, tu vois. Euh, Ouais, mais on perd jamais son temps. C'est comme tu as dit, si on l'avait pas fait, on saurait pas que c'est pourri. Tu vois, ouais, tout à fait, tout à fait. Et, c'est pour ça, on va pas, c'est-à-dire il faut pas tomber dans l'addiction, mais tu vois, j'avais vu un coup dans un commentaire une personne qui disait tiens j'aimerais bien tester ouais, l'ayahuasca ou l'ayahuasca, quoi. ouais, ouais. Et ben, moi je pense que c'est pas mauvais de se dire ça et de le faire vraiment pour de vrai. Sans se dire, par contre, il faut pas se dire ça va révolutionner ma vie, je vais être un surhomme après, mais le prendre comme une expérience qui est difficile et qui peut nous permettre justement de comprendre des choses en fait sur nous-mêmes. Je dis pas se connaître soi-même parce que la connaissance de soi-même c'est vraiment être initié. C'est ça le but de l'initiation. Non, et puis la Quand, connaissance de soi-même, on la maîtrise pas. C'est-à-dire que la connaissance de soi-même, elle vient avec les choses qui nous font complètement sortir de nous-mêmes, quoi, hein, en quelque sorte. moi, je peux te donner un exemple d'amis
qui ont pris de l'ayahuasca en Amérique du Sud. Et J'en ai aussi, ouais. c'était pas des touristes en plus, parce que mon pote, il était guide de trekking, et il a fait 10 ans en Amérique du Sud. Il a pris une fois de l'ayahuasca avec sa copine, et ils sont partis pendant une semaine ou deux dans une tribu. Enfin, tu vois, ils ont vraiment fait des choses. C'était pas l'usine à touristes, donc ils ont fait vraiment une vraie expérience d'ayahuasca. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que mon pote est quelqu'un de très matérialiste, ne croit pas spécialement au monde supérieur. Et sa copine était plutôt justement mystique, un peu new age, quoi, sur les bords. Et ben lui, cette prise d'ayahuasca a réglé ses problèmes intérieurs, comme je sais pas, une Une psychanalyse, thérapie, ouais, enfin, ouais, bien sûr, bien sûr. thérapie personnelle. Ça a réglé ses problèmes familiaux. Enfin, il a pardonné justement à la vie, on va dire, et ça lui a donné le sourire dans la vie. Et sa copine, elle, est tombée en dépression, a dû être rapatriée. Je crois même que c'est à peu près à ce moment-là qu'ils ont dû se séparer et tout. Donc elle, ça a été une expérience traumatique. Oui, mais ça, peut-être que ça a Elle, été, peut-être que ça a été une expérience traumatique, mais moi je crois que la dépression n'arrive jamais par hasard et que quand on fait une dépression, c'est qu'on doit régler quelque chose avec soi-même. Et les gens qui ne font jamais de dépression, voilà, la dépression c'est une sorte de non-dit, c'est quelque chose qu'on a en nous, qui n'arrive pas à sortir, ça nous fait. Et donc si ça a provoqué une dépression, bah c'est pas forcément négatif quoi. Elle en tirera non, non. peut-être les bénéfices plus tard. Voilà, elle en retirera les fruits plus tard. Et la dépression, faut la vivre quand elle arrive. Et en plus, tu as raison. En plus, c'est vrai, parce que je suis sûr elle a grandi de cette expérience. En plus, Ah ouais. cette fille, enfin, tu vois, c'est des amis assez proches. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout été anodin pour eux, alors qu'ils y allaient un peu en disant, bon, bah là, ça fait quelques années qu'on est en Amérique du Sud, on a entendu parler d'ayahuasca, machin. C'est des gens qui aimaient bien aussi faire la fête et tout, mais qui n'étaient pas du tout dans une quête spirituelle. Et ça n'a pas été une expérience anodine. Ça a marqué vraiment quelque chose dans leur vie. Donc c'était déjà il y a longtemps, ce que je te parle, mais c'était des gens de 25 ans, donc c'était pas des gamins non plus, tu vois, mais ça leur a fait prendre conscience de plein de choses, de leur psychisme intérieur, quoi. Non, mais il paraît que c'est une expérience très puissante. Hein. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire personnellement, mais j'ai eu des témoignages aussi. Et notamment d'un ami à moi qui le fait une fois et il retourne le faire une fois par an. Et j'ai l'impression que ça lui a fait du bien. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt en accord avec lui-même. Et voilà, après, Non, non, tout dépend de l'état d'esprit. C'est toujours pareil, hein, tout dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel vous y allez, ce que vous allez chercher. Euh, déjà, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que, par exemple, au Mexique ou en Amérique du Sud, donc je parle vraiment pas des attrape-touristes, hein, les chamans qui sont vraiment reconnus par la communauté, quoi, et ils font pas ça pour le plaisir. Les gens amènent des adolescents, des enfants, hein, pour régler, je sais pas, des enfants turbulents. Nous, on va leur donner des calmants, on va les amener chez les psychologues. Et ben, en Amérique du Sud ou au Mexique, toujours en 2019, même des gens qui habitent en ville, je parle pas des gens dans les forêts, vont emmener leur gamin qui fait sa crise d'adolescence chez un chaman prendre de l'ayahuasca. Hein. Donc, et t'as ça aussi, moi je connais bien ça en Afrique oui, avec ah oui, les Boga. j'allais dire, les Africains, ils font ça aussi. Hein. Vous allez vous laver chez le marabout du coin. C'est très, 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 c'est culturel, quoi. C'est très commun, c'est normal. Hein. Et alors, vous prenez des psychotropes. Alors, pour les gens qui veulent regarder, moi, c'est un truc qui m'a traumatisé. C'est une vidéo de Jean Rouch qui se passe en Afrique. Et on voit des Africains, donc ils font une cérémonie, ils sont dans la nature. Ils se droguent tous, mais alors on ne sait pas à quoi ils se droguent exactement. Et ils se réveillent les uns après les autres, possédés tous par un démon.
pour montrer qu'ils ne sont plus dans le monde des hommes, mais dans le monde. Moi, je dis des démons, ils appellent pas ça comme ça, mais c'est pas grave, c'est la même chose, hein. Ils prennent un bâton enflammé, et ils se brûlent le corps, et la flamme ne leur fait rien. Mais c'est filmé, hein, c'est un vrai reportage, c'est absolument incroyable. Et donc, ils se réveillent les uns après les autres. Ils ne bougent plus de manière normale, ils sont complètement désarticulés, on sent qu'ils sont plus du tout humains. Et ils reproduisent une cérémonie d'investiture du roi en Angleterre ou un truc comme ça. Enfin, un truc, c'est complètement taré comme truc. Et, euh, et là, vous pouvez voir ce que c'est une cérémonie. Mais alors, par contre, c'est un peu badant, quoi. Mais ça me fait penser un peu à ce que tu as écrit dans un article que j'adore, hein, qui s'appelle Le Carnaval perpétuel. C'est-à-dire que l'Africain va faire ce genre de choses. Il va s'ouvrir à des influences inférieures à un moment donné de son existence pour justement encadrer ces influences néfastes dans un cérémoniel particulier. Oui, tout à fait. Et bah, tu sais, quand on parle d'ange ou de démon, c'est des états supérieurs ou inférieurs de l'être. Ouais, Donc ouais. en fait, eux, après la prise de narcotiques, qui est de toute façon toujours gérée par un marabout, un chaman, avec de la musique aussi, le rythme est très important. Ces gens-là sont dans le monde imaginal en fait. Oui, oui. Mais c'est-à-dire que ça peut Le paraître de monde la. imaginal, c'est le monde du rêve. Et dans le rêve, tu sais, y a plus de passé, il n'y a plus de futur, tu peux discuter Oui, oui. avec des entités bizarres et tout. T'es dans un monde beaucoup plus subtil, on va dire, quoi. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'était que ça peut sembler à première vue satanique ou démoniaque, mais en fait, c'est une manière pour eux de circonscrire le mal dans un cérémoniel particulier pour se laver du mal. Ouais, Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît plus en Occident, hein, comme tu as dit, c'est le carnaval perpétuel. Donc en fait, plus rien n'est circonscrit dans rien, et donc tout est partout de manière anarchique, en quelque sorte, hein. Le bien, le mal, plus rien n'est hiérarchisé, alors que là-bas, c'est très hiérarchisé, en fait. ouais. Mais, parce que justement, il y a le monde imaginal, c'est soit le paradis ou l'enfer, mais c'est comme sur Terre. Sur Terre, tu peux être au paradis ou tu peux être en enfer. Et il y a des hommes justes et bons, et il y a des crapules, tu vois. Et bah c'est pareil dans le monde imaginal, quoi. C'est un état d'être plus subtil, mais qui est encore soumis à la dualité, et donc forcément au bien et au mal. Il y a les forces lumineuses et les forces des ténèbres. Et ce que tu dis, ouais, c'est très intéressant. Et moi, je conseillerais les gens de regarder un reportage assez récent, je crois qu'il date de 2015 ou 2016, qui s'appelle Iboga, les hommes du bois sacré. Donc, c'est les cérémonies gabonaises axées autour d'une plante visionnaire, donc un peu comme l'ayahuasca, là c'est l'iboga, Quand on parle IB. d'initiation, on parle beaucoup de Gabon, hein, parce que j'ai l'impression que c'est une terre très particulière à ce niveau-là. Parce que quand j'avais fait une vidéo sur l'initiation, c'est revenu 15 fois dans les commentaires, pour me dire qu'il y avait encore des initiations régulières au Gabon. Et puis tu m'en as parlé aussi, toi, tu m'as parlé aussi du Gabon. Ouais, bah, moi personnellement j'ai pris de l'iboga à plusieurs reprises, pas dans un cadre initiatique, c'était en Occident, quoi. Mais là c'est pareil que l'ayahuasca, c'est-à-dire que ça t'ouvre des champs de perception, on va dire, ou de façon d'être. Mais je veux dire, une fois que l'effet est passé, t'as pas envie d'en reprendre tout de suite. C'est absolument pas addictif. Et au Gabon, par exemple, l'iboga peut être consommé de plein de façons. Et dans les repas de famille, donc c'est une racine, c'est comme une branche, elle est râpée. Et ils font des petites pyramides d'iboga, même les gamins de 5 ans, ils en prennent sur leurs doigts. Tu vois, c'est un peu, je pense, comme la coca ou comme le café. Ça va dépendre du dosage. L'initiation
Ali Boga, bah, vous verrez dans le reportage, là, ça s'appelle Les Hommes du Bois Sacré. Là, pareil, tout un processus de purification, de jeûne avant. Et là, par contre, ils mangent carrément le bois en entier, quoi. Et ce reportage est très intéressant parce que le chaman, quoi, le prêtre, qu'on appelle des gangas là-bas, franchement, il doit avoir 25 ans. Il a une coupe en crête, limite un maillot du PSG, quoi. Tu vois, on dirait un Renoir de Paris, sauf qu'il est au milieu de la jungle. Chers amis, on a eu un petit problème technique, ce qui m'étonne pas particulièrement de nous, donc ça a coupé. Donc là, on reprend. Il me semble que ça a coupé au moment où Pierre-Yves disait que dans un reportage avec un Renoir avec une crête et un maillot du PSG faisait un rite initiatique avec une drogue qui s'appelle Bodiga, c'est ça? Iboga. Iboga. Ouais, Iboga, IBOGA. Ouais, ouais. J'invite vraiment à regarder ce reportage. Et d'ailleurs, donc c'est un produit psychotrope, mais tu as carrément des médecins occidentaux qui viennent s'initier à ça et qui voudraient l'utiliser pour guérir les héroïnomanes. Donc tu vois, parce que c'est pas addictif et ça fait plus. Moi, j'ai jamais pris d'héroïne, hein, donc je peux pas savoir, mais apparemment ça produit les mêmes effets sans le côté addictif, et donc tu peux diminuer les doses et t'arrêter, quoi. Donc il est vraiment intéressant. Et je disais que ce jeune Gabonais, et donc Ganga, donc ça veut dire c'est comme un chaman ou un prêtre, et tu vois une grande, moi qui ai lu plein de bouquins, tu sais, de tradition, René Guénon, de plein de choses, de Mircea Eliade, il parle vraiment comme quelqu'un qui connaît parfaitement son sujet, quoi. Et c'était pour revenir à ce que tu disais sur le reportage de Jean Rouch, où là dans ce reportage on voit que après l'initiation à l'Iboga, donc les gens qui ont pris ce narcotique sont couchés par terre, quoi, en espèce d'état de songe, et le Ganga, donc ce jeune, demande à un gars qui est par terre avec les yeux un peu révulsés, quel est ton nouveau nom? Et la personne lui donne un nouveau nom, il lui dit maintenant tu t'appelleras comme ça. Donc c'est-à-dire que pour lui ça fait aucun doute que s'il va prendre de l'iboga, on va lui donner un nouveau nom et il le saura en revenant sur Terre, tu vois, exactement comme dans tous les rituels initiatiques où tu changes de nom, quoi. Donc tu vois vraiment que ce monde invisible, donc moi j'aime bien le monde imaginal, parce que j'aime bien l'œuvre d'Henri Corbin, tu vois vraiment que c'est quelque chose de tangible, quoi, qui est, on va dire, régi par des lois qui sont autres que celles de notre terre, mais c'est pas que justement de l'autosuggestion ou une illusion, quoi. C'est que l'âme, il y a une partie de nous-mêmes qui va explorer ce qu'on appelle, je sais pas, l'au-delà ou la terre des dieux. Tu vois ce que je veux dire. Donc, Mais comme tu il as y a dit, vraiment. comme t'as dit au début, hein, même pour les gens qui n'ont jamais touché à l'initiation, et moi je le dis de manière très humble, hein, j'avais fait une vidéo sur l'initiation pour dire que euh, pour nous les Occidentaux, ce qu'on appelle l'initiation régulière nous était fermé, hein, je le pense très franchement, et que ça passait par d'autres voies, mais ce monde imaginal on l'expérimente dans le rêve, tout simplement, hein. Vous l'expérimentez quand vous rêvez, voilà. Quand vous rêvez, vous Voilà, savez pas que vous êtes vivant, vous savez pas si vous êtes vivant ou mort, vous posez pas la question. Vous êtes dans un autre monde, voilà, ouais. qui est bien réel. Et ouais. Et pour compléter un peu ce qu'on dit, moi je vais faire vraiment une petite citation pas très longue, mais qui est intéressante. C'est un banquier en 1955 qui s'appelle Gordon Wasson. Et c'est un des premiers à décrire vraiment son expérience extatique après l'ingestion, tu sais, des champignons mexicains, tu sais, voilà. Et donc, je vais te lire ce qu'il dit. Et pour moi, c'est le genre de phrase qui prouve justement l'existence du monde imaginal
où, je le répète, les grandes lois divines, les grandes idées divines, les noms divins, on va dire, qui ne sont pas représentables, qui ne sont pas manifestés, vont se manifester de façon visionnaire dans ce monde intermédiaire. C'est quoi la phrase? Et C'est la phrase de Corbin que tu me dis souvent, c'est le monde imaginal dans lequel les archétypes deviennent des êtres et les êtres deviennent des archétypes. ben voilà, c'est là où les esprits se corporalisent et où Corps les corps se spiritualise. voilà, voilà. Enfin, ça, d'ailleurs, c'est pas une phrase de Corbin, c'est une phrase de l'ésotérisme musulman, quoi. D'accord. Et je vais te lire donc quelques phrases du compte rendu de ce banquier en 1955 qui a pris des champignons mexicains, quoi. Alors, ouvrez les guillemets. C'était comme si je voyais un monde dont je ne faisais pas partie et avec lequel je ne pouvais pas espérer entrer en contact. J'étais en équilibre dans l'espace, œil désincarné, invisible, incorporel, voyant tout sans être vu. J'avais l'impression que je voyais vraiment, alors que la vision ordinaire ne nous donne qu'une vue approximative. Je voyais les archétypes, les idées platoniciennes qui sous-tendent les images imparfaites de la vie quotidienne. Voilà. Et donc ça, c'est Gordon Wasson en 1955. Et c'était un banquier qui a voyagé au Mexique, quoi. Et Et dans son... qui rendent ça avec une langue, la langue magnifique de l'époque, quoi, en fait. Ouais, Un voilà, jeune ouais. d'aujourd'hui dirait, ah, j'étais trop foncedé, c'était trop bien. Voilà, Et si tu veux, je peux te lire aussi. Donc ça, c'est des visions. Donc j'ai trouvé ça dans un livre qui est disponible, qui est intéressant, qui s'appelle l'anthologie du chamanisme, en fait, où tu as énormément de comptes rendus de voyageurs, d'explorateurs qui donnent leur compte rendu de ce qu'ils ont vu auprès des chamans, quoi. Donc ok. c'est vraiment des témoignages de première main. Et là, j'ai une anthropologue qui s'appelle Barbara Meyerhoff, et elle décrit donc son expérience sous ayahuasca. Donc, écoute bien ça. Donc, ouvrez les guillemets. Le temps et l'espace s'évaporèrent, tandis que je voguais dans l'obscurité et que de vagues images commencèrent à prendre forme. Je me retrouvais empalé sur un arbre gigantesque, aux racines plongeant bien plus bas que la terre et aux branches s'élevant à perte de vue vers les cieux. C'était l'arbre de vie, l'Axis Mundi, ou le pôle du monde qui pénètre les couches du cosmos, reliant la terre au monde souterrain et au paradis, l'arbre sur lequel les chamans grimpent dans leur vol magique. L'image était exactement la même que le glyphe maya que j'allais voir pour la première fois bien des années plus tard. Incroyable témoignage, hein. Voilà, fermez les guillemets. Donc tu vois, là on a des gens, c'est des anthropologues, l'autre c'est un banquier, et c'est des gens, tu vois, c'est des enfin la fille là c'est une universitaire, tu Voilà, vois, voilà. et il te parle direct d'arbre du monde, d'Axis Mundi, d'idées platoniciennes, tu Et vois. c'est surtout qu'il le voit, il se le représente. Ouais, voilà. Et Et Axis Mundi qu'on voit tellement partout que tu as fait une vidéo sur le Père Noël qui est sortie aujourd'hui quand on enregistre, mais hier quand la vidéo sortira, où la cheminée dans laquelle le Père Noël passe donner les cadeaux, c'est l'Axis Mundi aussi. C'est c'est le passage de la terre vers le ciel. voilà, voilà. Le sapin aussi, exactement. Le sapin, avec les différents cieux étagés qui vont être représentés par les guirlandes, Voilà. les boules de Noël, les boules décoratives, ça sera les planètes. Tu sais, on parle des cieux planétaires. Et en haut, tu as l'étoile, et c'est l'étoile polaire qui est fixe dans le cosmos, et tu as tout le cosmos qui tourne autour. Mais ça, tu retrouves ça vraiment partout. Là, je Partout, renvoie partout, vraiment partout. Ah oui, oui. Là, je me fais de la pub, mais je renvoie vraiment les auditeurs à mon livre qui s'appelle Le symbolisme du centre,
où là, mais je donne vraiment mais une multitude d'exemples d'arbres du monde ou de montagnes cosmiques ou d'Axis Mundi, mais à toutes les époques et vraiment partout. Et on retrouve toujours le même modèle avec le ciel des fixes, comme on disait au Moyen Âge, comme Ptolémée, c'est le système de Ptolémée, mais tu le retrouves chez les chamans, chez les Africains, chez les Chinois, chez les Hindous, tu as toujours les mêmes archétypes, quoi. Et là, la dernière phrase de cette anthropologue, c'est rigolo, c'est qu'elle voit des choses qu'elle verra plus tard inscrites sur des temples mayas, quoi. Ce qui tendrait C'est-à-dire que à tout le monde fait la même expérience du monde imaginal en fait. C'est pas que des images qui sont fabriquées par un inconscient personnel. Non, non, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'avais lu, il y a un livre très très connu sur l'ayahuasca d'un auteur, moi que je trouve un peu New Age, mais son témoignage est intéressant. C'est un gars qui s'appelle Jérémy Narby. Je crois qu'il y a des conférences sur YouTube traduites en français. Et son livre, c'est un best-seller qui s'appelle Le serpent cosmique. Et lui, il retrouve l'image du serpent sous ayahuasca et il le retrouve dans énormément de cultures. Et sa thèse, c'est que les anciens qui dessinaient des serpents à plumes, des dragons, c'est des gens qui avaient pris des psychotropes et avaient vu ce même serpent, quoi. Ouais, alors du coup là ça me fait penser à quelque chose, mais quand sous psychotrope ou pas d'ailleurs, hein, en état altéré, en état de conscience altéré, tout le monde voit la même chose, ça veut dire que ça relève du domaine de l'esprit, parce que l'esprit est le même pour tous. Et quand c'est des connards de Los Angeles sous LSD qui ont l'impression que les pêches leur parlent, bon bah ça c'est on est dans le bas monde où chacun va avoir son trip différent quoi entre guillemets. Euh, Voilà. On pourrait parler, je sais pas, par exemple, comme ce monde imaginal, ça va être par exemple la mélodie d'un morceau, et sur Terre, on peut la jouer à la guitare, on peut la chanter, on peut la faire au violon, on peut jouer cette mélodie de différentes manières. Et donc, suivant l'affect de la personne, ces grands archétypes universels vont s'imaginaliser de manière de différente. façon à ce que la personne le comprenne, quoi. Mon pote, par exemple, qui a pris de l'ayahuasca, pareil, vraiment, je te dis, dans un contexte vraiment traditionnel, hein, puisqu'il allait même vivre dans un village pendant quelques semaines, me disait que le chaman lui expliquait que c'était les plantes qui allaient lui enseigner des choses, que c'était l'esprit des plantes qui allait lui enseigner des trucs. Et lui, il y croyait pas. Et en fait, dans sa vision, en fait, il était dans cette même forêt et il rentrait dans des portes à l'intérieur des arbres ou à l'intérieur des plantes. Tu vois, il pouvait changer de dimension. Et chaque plante, il y avait une porte à l'intérieur. Et à l'intérieur de la plante, l'esprit de la plante, c'était comme un laboratoire avec des scientifiques russes qui disait on est l'esprit de la plante et tout ça. C'est-à-dire que lui, il pouvait comprendre quelque chose et donner de l'intérêt à quelque chose que si c'était des gars en blouse blanche et qui paraissaient scientifiques, et ben dans sa vision, à l'intérieur des plantes, c'était des scientifiques russes qui lui expliquaient la fonction de la plante, qu'est-ce qu'il Ouais, avait à faire. il a scientificisé sa vision des choses quoi, parce que Voilà, parce c'était son que esprit à lui. Ouais. Ouais, c'était la façon de rentrer en communication que lui, entre guillemets, prenne au sérieux ces choses-là, en fait. Mais par contre, ce que les scientifiques russes vont dire, ça sera la même chose que si c'est un serpent cosmique ou je sais pas quoi, tu vois. Ça va dépendre, en fait, de la personne et de son imaginaire personnel, quoi. Mais il en ressortira toujours la même chose. C'est Il ça en qui est important. ressortira toujours les mêmes vérités parce que, tu vois, Parce que la moi, vérité est une. Parce que la vérité est une. moi, je suis pas un relativiste. Pour moi, il y a des idées platoniciennes, tu vois. Chaque chose a sa propre vérité. Même nous-mêmes, chaque chose manifestée a son idée parfaite dans un non-espace-temps, quoi. Elle est là pour toujours, on va dire. Et ce monde imaginal, c'est le monde qui va faire l'interface
entre le monde grossier, le monde matériel et le monde spirituel qui n'est pas manifesté, quoi. C'est ce que Guénon il appelle la manifestation subtile ou la manifestation psychique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur l'altération et les modifications des états de conscience? Que, On a déjà bien déblayé le sujet, hein, je crois. que j'ai une anecdote rigolote sur Yann Vas-y. Kounen, ça me fait penser à ça. Ah oui, Que mais tu je l'ai sais, vu, bah vas-y, mais j'ai vu son interview, ouais. ces films Blackberry, je crois, c'est Blueberry ou Ah Blackberry, bah sais je plus sais c'est pas le parce que j'ai jamais réussi à regarder un film de Yann Kounen plus de 10 minutes, quoi. Je ne le supporte pas. lui aussi, en fait, parce que c'est des gens en fait qui ont fait ce tournage où c'est une histoire justement d'ayahuasca ou de, je Hum. crois que c'est le mezcal au Mexique. Il Enfin, y a Cassel dedans d'ailleurs. ouais, Il y a Cassel voilà. dans le Et film. en fait, Kounen, il a pris de la mescaline, donc ce produit psychotrope super fort, à la moitié du tournage. Et en fait, l'autre moitié du tournage, il était trop défoncé pour tenir en fait la caméra, et donc c'est pour ça que la deuxième partie du film, c'est des images de synthèse en fait. Ah, le film, il est complètement perché, il veut rien dire, hein, mais il y a que sous drogue hein, qu'on peut le regarder. Hein, enfin, c'est. Moi, j'ai pas réussi à le regarder, mais de toute façon, ça vaut pour tous ces films. J'aime pas Yann Kounen. Si, peut-être c'est lui qui a fait Doberman, non? Peut-être Doberman, j'ai réussi à le regarder, mais c'est tout. Moi aussi, moi non plus, j'ai pas. Ben, moi, j'ai regardé. Par contre, il a fait un documentaire sur l'ayahuasca, parce que maintenant, il parle plus que de ça en fait. Pendant le tournage, il a pris de la mescaline et depuis, il parle plus que Depuis, de là, psychotropes. Il a tout lâché et il s'occupe que de ça maintenant. ouais, c'est vrai que ça fait Euh, longtemps que j'ai pas entendu parler de lui. Ok, ok, Documentaire sur l'ayahuasca, la mescaline et tout ça. Il fait plus que ça maintenant. ok. Depuis le tournage de ce film. Et Il s'en est jamais remis, le pauvre. non, non, mais il y en a d'autres hein, comme ça. Tu sais, il y a l'exemple le plus connu, c'est Aldous Huxley. Tu sais, qui a écrit le livre les portes de la perception et qui a fait. Donc lui, c'était avec la mescaline et il a fait partie des premiers gens qui ont travaillé sur le LSD. Et lui, pareil, il a fini complètement drogué. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que il a défini. Donc pour lui, c'est une expérience positive pour Huxley, mais on en revient à ce que je disais au début. Il a défini lui la prise de LSD et de drogue comme une auto-transcendance descendante. Donc, c'est-à-dire que lui, en gros, il avait pris ces drogues, Huxley, pour faire un peu comme un récit de voyage ou un anthropologue pour montrer que les visions de Sainte Thérèse d'Avila ou des soufis, c'était pas du pipeau, tu vois. Il voulait Ouais, vivre ouais. une, une expérience mystique par la prise de psychotropes. Il a pas vécu ce qu'a vécu Sainte Thérèse d'Avila ou quoi. Il a vécu des expériences visionnaires, mais qui lui ont montré justement ses démons intérieurs. Il a appris sur lui-même, mais il n'est pas arrivé à des niveaux de perception aussi purs que pouvait l'avoir. Pour avoir les visions de Sainte Thérèse d'Avila ou des soufis du Moyen Âge, il faut aussi être soi-même dans la vie de tous les jours, Sainte Thérèse d'Avila ou un gros soufi du Moyen Âge. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, on peut pas, Si évidemment, évidemment. Et aujourd'hui, on l'est difficilement. C'est-à-dire qu'on fait ça à notre niveau, parce que l'homme moderne, c'est une grosse merde. Hein, sous certains rapports, nos ancêtres nous surclassaient 1000 fois, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ben, disons que c'est ce que Jean Servier aussi, c'est un auteur que j'aime bien. Ouais, moi aussi. Il appelle ça les techniques de l'invisible. Et c'est-à-dire qu'il a écrit tout un livre sur les techniques de l'invisible. Et nous, on est dans la technique grossière, tu vois. Mais oui, oui, oui. Mais on le disait l'autre fois, la dernière émission qu'on a faite sur le moment charnière, hein, sur le 15e siècle, hein, où on passe du monde traditionnel à la modernité, il y a tout qui se met, il y a tout qui se met en place, et on disait, on ne peut pas se développer
dans toutes les directions en même temps. C'est-à-dire que tout ce qu'a acquis l'homme grâce à la modernité, qui n'est pas... moi, je ne suis pas là pour le dénigrer, hein, la technologie, c'est fantastique, il y a plein de choses qui sont absolument magiques, mais ça nous a fait perdre quelque chose dans une autre dimension de l'être. Voilà, parce qu'on ne peut pas se développer dans toutes les dimensions en même temps. C'est pas possible. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ça se voit justement aussi au niveau je sais pas, par exemple de l'art. Tu vois, l'art aujourd'hui, c'est un art dégénéré, déstructuré. Ouais. Donc on voit ce qu'ont les personnes à l'intérieur d'elles-mêmes. Et une cathédrale, bah, c'est totalement pythagoricien et c'est l'ordre cosmique qui se reflète dans la matière. Donc on voit bien ce qui nous anime, quoi. Ah ouais. Et pour un homme traditionnel, bah, le surhomme, on va dire, c'est un homme éthéré, c'est un pur esprit. Et à notre époque, Ouais, ouais, le surhomme, c'est Robocop, quoi. oui, ou alors pour l'homme traditionnel, le surhomme, c'est celui qui a tué son ego pour être en lien direct avec le ciel, alors que dans le monde moderne, le surhomme, c'est celui qui s'est complètement rempli de lui-même et qui a et qui réalise son ego, tu vois, c'est le New Age, hein, c'est le développement personnel, c'est se réaliser soi-même selon ses propres inclinaisons et compagnie. Donc ça a été totalement renversé. Voilà, tout à fait. Mais on retrouve toujours les mêmes archétypes derrière, c'est-à-dire la volonté de dépasser la condition humaine, quoi. Ou Ouais. pour l'art, bah, tu vois, nous, notre art, enfin, pour moi, hein, il est dégénéré. Et pour moi, une cathédrale, c'est beau, ça représente le beau, mais il n'empêche pas que l'être humain a besoin de faire des productions artistiques, quoi. Ouais, C'est ouais. ça les grands principes. On est toujours drivé par les mêmes grands principes et après ils vont se matérialiser différemment, suivant l'état Suivant, d'être voilà, suivant de la personne. notre état d'être individuel qui est largement conditionné en réalité, hein. C'est-à-dire que même si vous voulez atteindre un état d'être, c'est-à-dire qu'on parlait des gros soufis du Moyen Âge, si vous voulez atteindre cet état d'être, mais pour moi c'est pas possible, puisque de toute façon on vit dans un monde qui nous empêche d'accéder à cet état d'être, parce que qu'on le veuille ou non, on est suggestionné. Voilà, on a des déterminismes puissants. Il faudrait changer de contexte. Il y a ça, mais je pense que la volonté de se sublimer n'a jamais été aussi grande dans un monde matérialiste. Mais tu as aussi, là, bêtement, ce qu'on bouffe, ce qu'on respire, ce qu'on fume, qui nous tire aussi vers le bas. Parce sur Terre, on est on va dire un animal angélique ou un ange Ouais, ouais, mais animalisé. on se On a une partie, on nourrit. a une volonté basse, quoi. Mais c'est aussi ce qu'on entend, la musique qu'on écoute, les conneries qu'on entend à longueur de journée. Moi qui suis en ce moment dans une tentative d'ascèse d'information, tu vois, j'essaye de plus rien regarder. Tu vois, je n'écoute Ouais, plus ouais. la radio, je n'écoute plus la télé. Aujourd'hui, je suis allé manger une crêpe. Je suis allé manger une crêpe avec ma copine. Tu vois, je me suis bouffé 15 minutes de 50 minutes inside parce qu'il y avait 50 minutes inside qui passaient dans la crêperie. Tu vois, je sens que je me suis rempli de trucs dégueulasses, quoi. Tu vois, il y avait un Ah, bien reportage sur sûr. Céline Dion, il y avait une discussion avec Céline Dion et Nico Saliagas, tu vois. Je suis ressorti de là-dedans, voilà, j'étais sali, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Parce Tout que va jouer toute sur cette nous, tout joue sur nous. voilà, et sur nous, sur notre part animale, notre part qui est liée aux besoins du ventre, du bas-ventre et à la représentation sociale. Tu vois, ce que je vais dire, c'est comme, je vais donner peut-être un exemple trivial, mais même si tu as une volonté de pureté intérieure, tu marches dans la rue, je sais pas, tu vois une pub Obad, par Ouais, exemple, ça t'a bah, baisé la gueule, ouais, ouais. ça Et va c'est jouer là sur aussi un où, base irrésistible, c'est quasiment irrésistible, parce que justement, on n'est pas Sainte-Thérèse d'Avila, tu vois ce oui, que je oui. veux dire. Donc, Et puis ça ouvre aussi le sujet de l'altération et de la modification de l'état de conscience. Nous, on était parti sur une altération et une modification volontaire, hein, par la volonté, mais il y a des gens au-dessus de nous
qui veulent altérer et modifier notre état de conscience et qui dirigent notre état de conscience. On en a déjà parlé dans une précédente émission. Oui. Et ça, on peut pas y échapper. Ça, on peut se battre contre ça, hein. On peut en avoir conscience, mais on n'y échappe jamais complètement. Non, parce que on en revient toujours à la même chose, c'est qu'une élite pour dominer, en fait, on a plus de facilité à dominer un peuple en jouant sur la dopamine du cerveau qu'en lui mettant des coups de bâton. Quand on te met des coups de bâton dans la tête, que tu es enfermé dans des barbelés, tu sais que tu es enfermé. Tu sais Et qu'on te donc, tu baise. as Tu sais qu'on te baise. ouais, t'enfuir. Alors que quand on te met une pub au bad ou qu'on te donne de l'alcool, de la drogue, des films d'action, par exemple, et ben t'as pas envie de t'échapper de ce monde-là. Tu es très bien dans ce monde-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Le, la suggestion qu'on se prend toute la journée, c'est absolument délirant. En ce moment, je me mate plein de Netflix, tu vois. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai un pote qui m'a filé les codes et du coup, je me regarde des séries sur Netflix. Mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable euh, à quel point on est suggestionné pour aller dans un sens précis. Bon, aujourd'hui, c'est quasiment gros. Enfin, c'est d'une grossièreté. C'est tellement grossier que finalement, ça en perd presque son pouvoir, quoi. Ou alors, c'est peut-être parce que j'y suis peut-être plus sensible, mais c'est dingue, quoi. C'est dingue. c'est une cathédrale pour un fidèle du Moyen Âge, c'est plein de symboles qui le suggestionnent aussi. L'homme, Ouais, il a ouais, besoin. C'est là où on rejoint le monde imaginal. Et les gars qui font les séries Netflix connaissent les grands archétypes, mais vont les faire aller à l'inverse, vont les faire aller vers le bas. En fait, en gros, nos élites et les gens qui nous gouvernent veulent nous rabaisser à notre état animal, alors que dans un tout à monde fait. Ouais. traditionnel, les élites spirituelles veulent nous élever, en fait. À notre état spirituel, c'est la différence, c'est la différence fondamentale. Ouais, Et pour combler notre besoin de spirituel, ben, il y a la consommation de drogue, mais façon horizontale, hein, façon mauvaise façon. voilà. Et puis il y a les fausses spiritualités, les spiritualités New Age, qui, Voilà. Et qui vous remplacent. En fait, c'est la spiritualité New Age, c'est pas compliqué, c'est la spiritualité traditionnelle, vous rentrez en vous-même pour accéder à Dieu, et dans la spiritualité New Age, vous rentrez en vous-même pour accéder à vous-même. C'est complètement voilà, tautologique. voilà, tu vas, de toute façon, tu vas soit vers le haut, soit vers le bas. Et moi, Voilà, j'aime bien tout ce que âme haute, âme basse, mais on pourrait parler de conscient, inconscient, ou du corps, esprit, moi. Sur moi, il y a plein de vocabulaire. tout à fait, C'est tout à c'est fait. Atma et Brahma, c'est psyché et comment ça s'appelle le spiritus, c'est pneuma, quoi, tu vois. Et pour en revenir à ce qu'on disait au début, moi, forcément, déjà, de toute façon, c'est interdit, j'ai pas le droit de faire ça, mais on ne peut pas conseiller aux gens de prendre des narcotiques ou des psychotropes. Mais si jamais vous le faites, faites-le sans vous abandonner à ce produit, en essayant de garder votre conscience et vous observer vous-même, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, parce quand on fait des retours sur soi et qu'on s'observe soi-même, on a toujours au final du positif à retirer et des leçons à tirer. Et s'abandonner à un produit jusqu'à en devenir addict, là, bah, c'est forcément mauvais, quoi. Toujours mauvais, quoi. Ouais, bah, de toute façon, cette notion de retour sur soi, c'est ce qui va distinguer l'homme éveillé du zombie, hein. On parlait du zombie la dernière fois avec Martial et Pierre Louvert, ce qu'on salue, mais c'est exactement ça, hein. C'est Voilà. soit vous avez conscience Et de quand tu vous-même, regardes ouais. les crackheads, les gens addicts au crack, c'est vraiment des zombies, pour de Oui, oui, vrai. oui, oui, ah oui, oui, oui. Mais les gens qui vont Ils- travailler à la défense et qui croient en ce qu'ils font, c'est aussi des zombies, c'est pareil. C'est pareil, et ce qui les fait converger, les deux, c'est l'absence de retour sur eux-mêmes. C'est l'absence d'arriver à aller à l'extérieur de soi pour s'observer soi-même
et chercher le sens et chercher du sens. C'est l'abandon. Voilà, c'est ce que tu as dit, c'est C'est l'abandon. c'est l'abandon, mais alors je suis d'accord avec ce que tu dis quand j'observe ces gens-là. Mais moi, c'est une question que je me pose quand j'observe ces gens-là. C'est, je me dis, comment ils sont le soir avant de s'endormir. Parce que tu sais, c'est des gens qui détestent aussi se retrouver seuls face à eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps dans l'activité, qui travaillent tous les jours, qui sont obligés de s'entourer de gens, s'entourer de portables, s'entourer d'informations. Mais à un moment, Aller aux after-work, aller au sport, au pilates. Faut remplir le temps à tout prix, quoi. On n'est jamais seul avec soi-même, quoi. bah peut-être, mais qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? Moi, j'aimerais trop être une petite souris et savoir ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là le soir quand ils s'endorment tout seuls. Enfin, de toute façon, on est toujours tout seul quand on s'endort, tu vois. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Est-ce qu'ils sont vraiment pour de vrai des zombies, c'est-à-dire qu'ils sont irrécupérables, ou est-ce que ça tire encore un peu en eux-mêmes et qu'il y a leur surmoi qui leur dit t'es une grosse merde, quoi. Mais je pense que ceux qui y croient vraiment, qui sont complètement dans le truc, il n'y a plus rien, ils sont morts, ils sont complètement morts. Et je crois que quand il y a encore une petite tendance dépressive, un petit désespoir, je disais que la dépression c'était quelque chose d'absolument salutaire parce que ça voulait dire que l'esprit se bat encore contre quelque chose. Je crois que eux, il y a encore une lumière qu'on peut éclairer. Mais non, je crois qu'il y a des gens, ils sont complètement morts, hein. Complètement, c'est fini, c'est terminé. Moi, j'ai une discussion avec un. Là, on change un peu. Je fais une digression, mais bon, on n'a pas trop fait. Là, j'en fais une petite digression. Je sais pas toi ce que t'en penses. Moi, je suis pas d'accord avec mon pote, mais mon pote me dit qu'il y a des gens qui naissent sans âme, quoi. Et je l'ai lu dans des textes sacrés, hein, aussi, ça. C'est-à-dire et à la naissance, il y a des gens qui n'ont pas d'âme, quoi. Et pour lui, c'est des hommes décors, quoi. C'est un décorum pour emmerder les gens. Les gens conscients, Et moi, j'ai l'impression qu'on a tout, que l'être humain en général, tu vois, c'est peut-être gentil, enfin, je suis trop gentil pour une façon de penser, mais a toujours l'occasion dans sa vie de pouvoir faire des retours sur lui-même, et que ça sera souvent par un accident de la vie, hein, d'ailleurs, ou un drame, que ces gens-là vont peut-être reprendre conscience de leur moi supérieur, quoi. Tu vois, ouais, mais moi je crois que tout le monde, je crois que ouais, tout le monde a une âme, tout le monde a un esprit, et que à un moment on choisit de le corrompre ou de l'annihiler. Je crois que c'est toujours un choix. Voilà. Après, c'est des choix qui sont plus durs voilà, tout le monde n'a pas le même chemin de vie, hein. Il y a des gens qui ont été obligés d'annihiler leur esprit totalement pour continuer à vivre parce que les circonstances, parce que ci, parce que ça. Mais non, je crois pas qu'il y ait des gens qui naissent sans âme. Non. moi non plus, et tu sais, et je pense même pas que cet état est définitif, parce que ces gens vont peut-être mourir zombies, mais ils vont se retrouver dans le monde imaginal, et tu sais, il y a une phrase de l'ésotérisme islamique qui est très connue, c'est que si les démons faisaient un retour sur eux-mêmes et on va dire se prosternaient devant Dieu, ils redeviendraient instantanément des anges, en fait. Et donc je pense que chaque être humain, je vois même le cosmos comme ça. Je pense que le cosmos, il va s'arrêter quand 100% des créatures, elles auront compris conscience de l'unité et que l'unité va re-rentrer en elle-même. Et tant qu'il y a une altérité et qu'on croit qu'on a une réalité individuelle, quoi, séparée du divin, et ben le cosmos, il est en route, en fait. Tu vois, Ouais, ça ouais, c'est ma ouais, ouais. vision. Non, non, mais de toute façon, le chemin intérieur qu'on a à faire dans cette vie terrestre, tant qu'on n'est pas mort, tant qu'on respire encore, il y a encore un espoir, hein. Il y a des gens, peut-être qui ont vécu toute leur vie comme des zombies et qui ont l'illumination 3 secondes avant de mourir, j'en sais rien. Tout est possible. Moi, je pense même que ça peut arriver après la mort, dans d'autres dimensions, quoi. C'est Mais ça qu'on appelle les 7 cercles de l'enfer ou les 7 cercles du paradis, tu vois. Je pense que, parce que comme je te l'ai dit, l'enfer et le paradis, c'est le monde intermédiaire, c'est le monde imaginal, quoi. Et on est mangé. c'est celui qui est sur l'axe, il est sur un même axe en fait, hein. Ouais, C'est toi qui choisis ouais, ton axe. il est sur un même axe, mais je pense a priori qu'on peut
quand même remonter l'axe, même de façon extracorporelle, quoi. J'ai tendance à penser ça, j'en sais rien, hein. Ça, c'est Oui, des oui, questions que je me pose. je sais, oui, 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 bah, je connais, mais je connais ton point de vue sur la question et je te dis, moi, j'ai un point de vue beaucoup plus, je suis ultra simpliste sur cette question en fait. Mais je crois que c'est mon côté juriste en fait. Et s'il y a une dimension divine, moi, qui me tient à cœur, énormément à cœur, c'est la justice avec un grand J. Oui, Et oui, oui. je sais pas moi s'il y a une vie après la mort, si Dieu existe. Si ça se trouve, j'en sais rien moi, on est le fruit du hasard et on vit dans le chaos, j'en sais rien moi, tout ça, je peux pas mettre ma main à couper, tu vois. Mais je veux qu'il y ait une justice avec un grand J. Voilà, ce serait Oh, insupportable ouais. pour moi de Euh, penser que ça n'existe pas. J'en suis sûr, moi personnellement. Oui, Tu vois, moi aussi j'en suis sûr, mais c'est pour les gens j'en qui suis. écoutent et qui auraient peut-être pas forcément cette fibre, hein. Je les Ouais, mais respecte aussi, mais tu vois, si parce que la justice, elle est au centre, elle est au milieu. Tu vois, pour moi, c'est le Tao, la justice avec ouais, un ouais, grand J. Et moi, je me dis, tu vois, par exemple, au moment de ma propre mort, vu que j'ai conscience de ça, ce que j'aimerais bien, moi, c'est de me dire, bon, bah, moi, je laisse Pierre-Yves Lenoble ad vitam aeternam dans la tombe, et hop, je me fonds dans cette justice, il n'y a plus de Pierre-Yves, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je pense, après toutes mes lectures, tout ce que j'ai lu d'autres traditions, je pense que c'est bien, bien plus compliqué que ça, et que le chemin vertical, justement, il est encore plus compliqué. Je pense que tu vois, comme le monde du rêve, c'est encore plus compliqué dans l'au-delà que sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? oui, Dans le comme dans le mal. et de toute façon c'est indicible. C'est comme tu ne peux pas expliquer à une chenille ce qu'elle sera une fois qu'elle sera son état de conscience quand elle sera papillon, tu vois. Mais c'est la même chose, quoi. On exprime ça Oui, avec des mots, mais ce sera forcément différent que ce qu'on peut exprimer ou que ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que moi, c'est quelque chose que j'adore dans les hadiths et dans le Coran, c'est les descriptions du paradis et de l'enfer, tu vois. Sont toujours des descriptions ultra simplistes, le feu. Et t'as Mohamed, il y avait toujours des gens qui venaient le voir pour lui dire ah mais au paradis, est-ce que j'aurais un super chameau qui vole, tu vois. Et Mohamed il disait bah pour toi c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le summum pour toi. Et le gars il lui disait oui oui c'est le summum pour moi. Il disait bah voilà bah c'est ça alors. Parce que de toute façon on peut pas se représenter ce que c'est. Donc ce que tu imagines être le summum, bah, c'est le plus proche de ce que tu peux imaginer de ce que ce sera. Voilà. ouais, ouais, mais ça rejoint justement le monde imaginal, hein, parce Ouais, qu'on est ouais, tout à mangé fait, ouais. à notre propre sauce. Tu vois, j'en reviens à la phrase de Platon, mais la tradition musulmane, elle rentre dans le platonisme, comme Ah ouais, à la fond, à fond. véritable tradition chrétienne. Et je te dis, Platon, il dit, s'il n'y a qu'une seule porte qui ouvre sur l'enfer ou le paradis. Enfin, lui, il dit l'Hadès ou les Champs-Élysées, mais celui qui ouvre la porte, bah, il voit le décor qui s'est lui-même créé, quoi. Et ce feu infernal, bah, c'est le feu intérieur qui brûle dans les âmes qui ne sont pas pacifiées, justement, qui Ah ouais. ont qui toute leur vie ont alimenté cet ego, cette âme basse tournée vers la matière, et au Ouais, moment de ouais. la mort, ils ont plus leur véhicule physique. Donc du coup, il imagine un peu l'état comment on pourrait dire, de solitude et de difficulté dans laquelle se retrouve cette âme dépourvue de ce qu'elle a toujours alimenté dans sa vie, en fait. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut veiller dans sa vie. On dit à laver son cœur, mais de quelle image on se remplit? De quelle pensée on se remplit? Voilà, parce que ça a ça a des implications énormes, quoi. Ouais, Si vous avez que de la noirceur et de la colère en vous, bon bah déjà ça vous pourrit la vie ici et maintenant, mais ça vous tout à pourrira fait. aussi la vie après, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ben, ça, je suis totalement d'accord. C'est même au niveau. Alors des fois, ça peut prendre très longtemps. C'est là où il faut justement être patient. C'est aussi une vertu.
initiatique que la patience, mais parce que tu vois, des fois on dit trop bon, trop con à notre époque, quoi. Et moi je pensais ça avant. En fait, je pense qu'on n'est jamais trop bon. Tu vois, après c'est les limites qu'on va s'imposer à nous-mêmes, mais que même sur Terre, on reçoit les fruits de sa bonté ou de sa justice. On peut par exemple être juste et subir plein d'injustices, mais on aura toujours une grande justice qui arrivera après, en fait. Tu vois, Ah, ça, on- c'est la chose que j'espère le plus au monde. Mais trop bon, trop con, c'est l'expression de ceux qui attendent de leur bonté une rétribution immédiate. Mais la vie, ça marche pas comme ça. C'est voilà. pas parce que le monde va vous, va vous présenter, va vous opposer une résistance qu'il faut cesser d'être bon. La bonté, l'empathie, le bon caractère, c'est des vertus cardinales dont il ne faut jamais se défaire, quelles que soient les circonstances extérieures. Ça ne veut pas dire être un con naïf, hein, mais ça veut dire garder son cœur pur quoi, en toutes circonstances. Quoi. Ouais, ouais, c'est Essayez de vrai. le faire, Ouais. hein, c'est un chemin, hein, c'est pas, je dis pas que c'est simple, hein, c'est un chemin, mais c'est trop bon, Essayer, trop moi con, ça veut dire qu'il personnellement, faut arrêter d'être bon. Bah non, n'arrêtez jamais d'être bon. Vous imaginez le monde dans lequel on vivrait si tout le monde faisait ça? Il suffirait non, qu'il y non, mais ait... moi je te parle, même personnellement, moi par exemple, un de mes gros défauts que j'ai toujours, mais que j'ai vraiment diminué en grandissant, c'est que j'étais quelqu'un de très rancunier, Bah, mais en fait, mais je me bouffais de l'intérieur en fait. C'est que je me faisais mal à moi-même une fois qu'on comprend ça et qu'on arrive justement, ben, toutes les religions te disent de pardonner. Ça veut bien dire que bah, quand tu pardonnes à ton ennemi, bah, ton ennemi, tu l'as niqué. Tu sais, c'est le principe de tu tends la deuxième joue. Si tu tends la deuxième joue, ton ennemi peut te remettre une deuxième claque, mais il a perdu en fait. Il a perdu instantanément en fait. voilà. Mais après, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Après, c'est très difficile à faire. Moi, je connais ce sentiment de la rancune. Hein. Il y a des gens, je pourrais les tuer sur place hein, pour quelque chose qu'ils ont fait il y a 20 ans. Hein. Je suis rancunier à un point. Pff. Bah, Mais c'est c'est vrai, vrai bah, qu'il faut se battre contre ça. Il faut se battre contre ça voilà. parce que Il faut bah, cette de colère dans l'eau. le cœur, c'est toi qui le bouffe, c'est pas l'autre. Bah, c'est ça ce feu, le feu de l'enfer, c'est ça. Hein. Ça nous ronge de l'intérieur et il faut mettre de l'eau et des pansements dessus. Et bizarrement, t'enlèves ça, tu vas mieux, puis t'as moins de raisons d'être rancunier en plus de C'est ça. vrai. C'est-à-dire que Mais ça te vise. c'est aussi le marqueur qu'on est un assoiffé de justice, quoi. Tu vois. Moi, je suis un Hum, assoiffé de hum. justice et donc je supporte pas l'injustice, je supporte pas le mensonge, je supporte pas les rhétoriciens, la mauvaise foi. Voilà, c'est des gens, mais ça c'est les démons, hein, c'est les véritables démons quoi. C'est qui C'est nous vrai, attaquent c'est quoi. vrai. Tu sais, je pensais à ça l'autre coup, c'est-à-dire que nous aussi, on est dans l'antre du diable dans notre époque en ce moment. On vit une époque qui est vraiment pas facile. Donc déjà, je pense qu'entre guillemets, on sera jugé, tu vois, sur nos actes, mais c'est vraiment une période difficile. Et je pensais à ça en pensant à Lao Tse, tu sais, qui a écrit le Tao Te Ching. Et le Tao Te Ching, il l'a dicté à l'oral au douanier alors qu'il s'en va de la Chine parce qu'il en a marre du monde des hommes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, c'est très bien d'être entouré de proches et tout, mais s'isoler sans être auto-centré, hein, sans être individualiste ou égocentriste, mais à un moment donné, il faut aussi, c'est nous qui nous créons nos propres problèmes. En fait, s'il y a une personne, tu sais qu'il est injuste, ben, faut s'en écarter plutôt que des fois essayer de lui dire non, c'est ça la justice, parce qu'en fait, chaque personne, elle comprend par elle-même, par ses propres expériences. Et peut-être qu'il restera toute sa vie injuste, cette personne, ou peut-être qu'il redeviendra juste, mais c'est pas nous qui lui ferons comprendre ça, en fait. C'est ça. Donc en fait, il faut s'entourer de gens bienveillants, de gens justes et écarter l'injuste. Et ça rejoint ce que tu disais, d'arrêter de discutailler avec les gens. De toute façon, ils comprendront rien.
soit ils comprendront jamais, ou soit ils comprendront par eux-mêmes, quoi. Mais Ouais, ouais, tout arrêter à de fait. se... Ouais. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, Ah ouais, non, mais je c'est vois tout encore... à fait ce que tu veux dire. Le débat où chacun des protagonistes est énervé, monte dans les, commence à faire des petites phrases, des machins, des trucs, des... Bon, c'est des choses qu'il faut fuir à tout prix. Il y a plein de choses à fuir à tout prix. Le problème, c'est que on peut pas toujours fuir. C'est ça le problème. C'est que des fois, on est Non, c'est obligé. vrai. Voilà, vous bossez avec des connards. Bah, vous êtes obligé de vous coltiner les connards. Et là, faut être Bouddha, quoi. Là, faut réussir à sortir de. C'est là qu'il faut réussir à sortir de son corps, quoi. J'en avais déjà parlé dans une émission au bistrot des gentilshommes, mais c'est un texte d'Evola, enfin que je vais résumer, mais il dit qu'en gros, il faut être là exactement la même personne, tout en haut d'une montagne, à contempler le paysage, tout seul, à observer la beauté de la nature. Il faut être exactement la même personne dans la vallée, dans une boîte de nuit à Rome, entouré de connards et de putes, quoi. Tu vois, c'est ça justement, chevaucher le tigre ou l'action sans désir, en fait. Il faut rester pur de cœur, quoi. C'est une belle Mais c'est pas. c'est une belle conclusion, non? Oui, 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 oui. Alors, en tout cas, c'est un beau idéal. C'est un Parce bel que c'est pas idéal. De toute facile. façon, il faut toujours. Un bel idéal. C'est un bel idéal et j'ai envie de dire, il faut toujours se fixer des idéaux complètement surhumains, quoi. C'est obligé. C'est comme ça qu'on arrive à quelque chose, hein. C'est ça un idéal. Voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Même, ça ne veut pas dire qu'on l'atteindra un jour, mais qu'on essaye d'être toujours sur le chemin. Je ne sais pas du tout comment nous sommes arrivés à cette conclusion en parlant de l'altération et de la modification des états de conscience, mais c'est bien, c'est Si une moi, jolie je conclusion. peux dire, c'est que la prise de narcotiques peut avoir des bénéfices si on a cet idéal de devenir meilleur et pas pour compenser quelque chose ou Ou oublier. pour de bien-être ou ouais voilà un oubli c'est que la vie c'est un combat permanent et tu vois il faut chevaucher le tigre mais il faut qu'il y ait un tigre et les gens qui fuient tout le temps le tigre ils vont quand même au bout d'un moment être attrapés par lui hein, tu vois donc il faut voilà Dans le pire des moments, puisqu'ils devront l'affronter quand ils seront acculés, quand ils seront essoufflés. Enfin bon, oh, oh, ouais, ben, je pense que tu sais c'est la mort sans être morbide, mais qui règle tout ça. Hein. La justice, en tout cas, sur Terre, elle est réglée par le fait déjà qu'on est tous des êtres mortels et que ça va tous nous rattraper. Donc, très important la enfin, mort. Faudrait peut-être qu'on en parle un jour parce que c'est une question, voilà, c'est une question très intéressante et on commence à vivre quand on prend conscience qu'on va mourir, hein. De toute façon, c'est un corps, hein, c'est un lieu commun, ouais, mais ouais. c'est une expérience initiatique forte. On va se laisser ici. Pas de souci. Comme c'est une émission qui est réservée aux contributeurs, que ce soit les contributeurs de Pierre-Yves Lenoble, que ce soit mes contributeurs, bah, on a une pensée particulière pour vous. Voilà, on vous remercie énormément, même si vous contribuez, même si nous, ça nous fait énormément plaisir, ça nous donne du courage, ça nous aide aussi, hein, parce que ni moi ni Pierre-Yves ne roulons sur l'or, hein, donc voilà, c'est une vraie aide, c'est à la fois un vrai soutien moral et un vrai soutien matériel. Et nous vous sommes très reconnaissants pour cela. Et voilà, et de toute façon, Pierre-Yves, Moi, j'aime bien le monde des idées. N'hésitez pas à commenter, rajouter des trucs, parce que même moi, j'apprends des choses dans les commentaires, ou des fois j'ai des questions, bah, je sais pas y répondre, mais parce que la question, je me l'étais jamais posée, et je me dis, ah ouais, en fait, il a raison. Non, et donc, c'est toujours aussi enrichissant d'avoir vos retours, quoi. ah oui, oui, non, mais ça c'est très important, hein. On n'arrive pas là avec. Moi, j'ai jamais autant appris que depuis que j'ai confronté mes idées avec le public, quoi. Ça m'a jamais autant bousculé, bah, parce que les gens ont toujours des réflexions intéressantes. Donc, bah, n'hésitez pas. Je sais que
moi et Pierre-Yves, on est pareil, on adore lire les commentaires. Et même des fois, on s'appelle pour dire: Ah, t'as vu le commentaire là, putain, bien. Donc on est très friands, donc n'hésitez pas, faites-nous plaisir, faites-nous part de vos réflexions. Et, euh, et voilà. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt et merci pour cette super discussion encore une fois, quoi. Pareil. Ciao, ciao.